Tu n'auras jamais une maison comme celle de Preston, a dit papa. Mon frère Harry. Je n'ai rien dit. Quelques jours plus tard, ils ont visité le manoir qu'ils voulaient. Je les ai accueillis en disant « Bienvenue chez moi ». Je ralentis ma voiture jusqu'à l'allure du pas en approchant de l'allée de mes parents, à Buckhead, mes doigts se resserrant autour du volant. 6 mois. Cela fait 6 mois que je ne me suis pas infligé cette forme particulière de supplice. La maison coloniale en briques est exactement la même, avec son aménagement paysager immaculé, ses volets impeccables, et ce sentiment écrasant de jugement qui irradie de chaque fenêtre. Prenant une profonde inspiration, je me gare derrière la Mercedes de mon père et vérifie mon reflet dans le rétroviseur. Maquillage parfait, pas un cheveu de travers. L'armure est en place. À l'intérieur, le hall d'entrée sent le vernis à meubles et le parfum coûteux de ma mère. Je suis le bruit de l'agitation jusqu'à la salle à manger, où Eleanor Walker s'affaire au placement des cuillères de service en argent sterling. « Céleste, tu es là » dit-elle en levant brièvement les yeux. Pas de câlin, pas même un véritable salut. Juste la reconnaissance de mon existence. « Voudrais-tu mettre les verres à eau ? Ton père a presque fini avec la poitrine de bœuf. » J'acquiesce et me dirige vers le vaisselier, observant la pièce en même temps. Des photos de famille bordent le buffet en noyer, montrant principalement Preston dans diverses poses de réussite. Preston, à sa remise de diplôme de Harvard. Preston recevant une sorte de prix en finance. Preston serrant la main du maire. Il y a exactement une photo de moi, nichée dans un coin, de ma remise de diplôme du lycée. Papa sort de la cuisine, couteau à découper en main, le visage rougi de fierté. La poitrine du dimanche est presque prête, annonce-t-il, sans s'adresser directement à moi. Il porte son tablier, le roi du barbecue, un cadeau de la fête des pères de Preston, il y a des années. Ça sent merveilleusement bon, je mens. La poitrine d'Arthur Walker est notoirement sèche, une tradition familiale que personne n'ose mentionner. Maman fait le tour de la table une 3e fois, ajustant les serviettes. Preston ne devrait plus tarder. Il a envoyé un texto disant qu'il était un peu en retard, quelque chose à propos d'un appel avec Tokyo. Bien sûr. Preston a le droit d'être en retard. Le temps du fils prodige est précieux. Comme s'il était invoqué par son nom, la porte d'entrée s'ouvre, et la voix tonitruante de Preston remplit la maison. Bonjour, la famille. Il entre d'un pas décidé dans la salle à manger, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui a probablement coûté plus cher que mon premier mois de loyer. Même le dimanche, il s'habille comme s'il se rendait à une réunion du conseil d'administration. Le visage de maman s'illumine. Le voilà. Elle se précipite pour l'embrasser tandis que papa lui donne une tape sur l'épaule. Désolé, je suis en retard, dit Preston en desserrant sa cravate. Je devais finaliser quelques détails sur l'acquisition de Kensington. Papa rayonne. C'est mon garçon. Toujours en train de conclure des affaires. Nous nous installons autour de la table, papa en bout de table, maman à sa droite, Preston à sa gauche, et moi face à un mur vide. Papa attaque sa poitrine de bœuf avec le couteau à découper, tandis que maman passe les plats avec la précision de quelqu'un qui a organisé 1 millier de dîners dominicaux. Alors, Preston, dit papa en lui servant le meilleur morceau. Comment la vie traite-t-elle le prodige de la finance d'Atlanta ? Preston rit, acceptant l'assiette d'un signe de tête. Je ne peux pas me plaindre. Je viens de clôturer une autre levée de fonds. 8 chiffres. Il prend une bouchée de poitrine, mâchant pensivement. En fait, j'ai regardé quelques biens immobiliers. Maman se redresse. Oh. Où ça ? West Pass. Il y a une maison moderne qui vient d'être mise en vente, 5,2 millions. Des baies vitrées. Un escalier flottant. Tout le tralala. Il fait un geste avec sa fourchette. Le parfait appartement de célibataire. Papa siffle à voix basse. C'est un quartier de choix. J'ai une visite mardi. Je devrais pouvoir faire une offre d'ici la fin de la semaine, coupe Preston dans sa viande. Maman et papa échangent des regards fiers. Je pousse la nourriture dans mon assiette, la poitrine sèche me restant en travers de la gorge. Et toi, Céleste, demande maman, presque après coup. Comment va ta petite boutique en ligne ? Je prends une gorgée d'eau. En fait, je cherche une maison aussi. Le silence dure exactement 2 secondes avant qu'ils n'éclatent tous les 3 de rire. Bien joué, Serette,
dit Preston en s'essuyant la bouche avec une serviette. Le visage de papa passe de l'amusement à l'inquiétude. Ta petite boutique en ligne est mignonne, Céleste, mais c'est un passe-temps. Il est temps de trouver un vrai travail. Arthur, murmure maman, mais il n'y a pas de véritable protestation dans sa voix. Preston se penche en arrière sur sa chaise, le sourire suffisant que j'ai connu toute ma vie fermement en place. Contente-toi de tes babioles, sœurette. Laisse les grandes manœuvres aux adultes. Je ne dis rien, mon visage soigneusement impassible. En fait, continue Preston en attrapant son vin. Je pense investir du capital dans un nouvel acteur du e-commerce, Modern Art. C'est l'avenir. Ils vont écraser toutes les petites boutiques de passe-temps. Le souvenir me frappe sans prévenir, moi, à 20 ans, serrant un business plan de 5 pages que j'avais passé des semaines à perfectionner, debout, nerveuse, dans le bureau de papa. Qu'en penses-tu, avais-je demandé, l'espoir gonflant dans ma poitrine. Papa l'avait parcouru pendant 30 secondes avant de me tapoter la tête. Mignon, ma chérie. Pendant ce temps, Preston vient de décrocher un poste chez Goldman Sachs. Cette nuit-là, j'avais fait le vœu silencieux de ne plus jamais partager mes rêves avec eux. S'ensuivirent des années de nuit froide dans un garage, à 2 heures du matin, à emballer moi-même des boîtes. Le coup terrible de perdre les 50 000 $ d'économie de toute une vie, à cause d'un fournisseur qui a disparu du jour au lendemain, m'obligeant à cumuler 3 emplois différents pour tout reconstruire, tout en entretenant la fiction que mon entreprise n'était qu'un adorable projet secondaire. De retour dans le présent, maman pousse une tarte aux noix de pécan achetée en magasin vers moi. Prends un dessert, ma chérie. Tu as l'air mince. Je souris, le bouclier que j'ai construit il y a des années fermement en place. Le sourire n'atteint pas mes yeux, mais il ne le remarque jamais. Il ne le remarque jamais. S'il savait seulement que The Perennial House a réalisé un chiffre d'affaires de 35 millions de $ l'année dernière. Que les babioles, dont Preston se moque, figurent dans des magazines de design et des maisons de célébrités. Que mon passe-temps emploie 47 personnes qui me respectent vraiment. Je devrais y aller, dis-je en me levant. Je travaille demain. Preston ricane. Tu joues à la marchande. Pendant ce temps, nous, on parlera de vraies affaires. Maman me suit jusqu'à la porte, plaçant un paquet emballé dans du papier aluminium dans mes mains. Des restes. Puisque tu ne cuisines probablement pas beaucoup. Je les accepte avec le même sourire exercé, prononce les politesses attendues, et m'échappe vers ma voiture. Mes mains tremblent légèrement sur le volant alors que je m'éloigne de leur maison. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en moi change, une clarté que je ne m'étais pas autorisée auparavant. Assez, je murmure à la voiture vide. Je saisis mon téléphone et compose le numéro de Riz. Comment s'est passé le dîner de famille, demande sa voix familière. Aucun préambule n'est nécessaire. Preston veut acheter une maison sur West Pass. 5,2 millions. Riz reste silencieux un instant. Et je la veux. Les mots ont un goût de liberté. La maison? Oui. Et tout ce qu'il pense que je ne peux pas avoir. Je peux entendre son sourire à travers le téléphone. Il était temps. Il est temps qu'ils apprennent ce que des babioles peuvent construire, dis-je en terminant l'appel, alors que la route s'ouvre devant moi. Le siège de The Perennial House ne ressemble pas à un passe-temps. Il ressemble à la réussite. Lundi matin, Riz Thornton se tient devant les baies vitrées du bureau de Céleste, dans le centre-ville d'Atlanta, contemplant l'empire qu'elle a bâti. Le mobilier blanc moderne contraste avec des pièces d'accentuation vive de leur dernière collection. D'élégants articles pour la maison, des bougies, des vases, des coussins, sont astucieusement disposés sur des étagères flottantes, chaque objet étant un reproche silencieux à quiconque les a un jour qualifiés de babioles. Il se retourne vers son bureau où les rapports trimestriels racontent la véritable histoire. Une croissance constante, des marges bénéficiaires qui feraient pleurer Preston, et des projections qui pointent vers le ciel. 8 chiffres. Pas un passe-temps. Un empire. Le mur derrière le bureau de Riz met en valeur ce que Céleste n'a jamais montré à sa famille, des couvertures de magazines encadrés présentant les produits de The Perennial House, des prix de l'industrie, et des coupures de presse. Entrepreneuse de l'année dans le secteur de la maison. 31h30. Les révolutionnaires du commerce de détail. L'avenir des articles pour la maison. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et Céleste entre, toujours vêtue de la tenue du dîner.
Son expression est passée de la neutralité prudente qu'elle affichait à la table de ses parents à quelque chose de plus vif, de plus concentré. « C'était si terrible que ça ?» demande Reese, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Preston achète une maison sur West Pass. 5,2 millions. Elle laisse tomber son sac sur une chaise voisine. Ils ont ri quand j'ai dit que je cherchais une maison, moi aussi. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Reese n'a jamais rencontré les Walker, mais il en a assez entendu au fil des ans pour les mépriser. Une employée s'approche avec des échantillons de tissu, et hésite en voyant l'expression de Céleste, puis continue tout de même. Désolé de vous interrompre, mais les échantillons de Milan viennent d'arriver. Je pensais que vous voudriez les voir tout de suite. Le comportement de Céleste s'adoucit. Merci, Amber. Elle prend les échantillons, passe ses doigts dessus avec approbation. Ils sont parfaits pour le printemps. Planifiez une réunion avec la production pour demain. Amber acquiesce et part. La brève interaction en dit long, respect, pas condescendance. Confiance, pas doute. 5 ans, dit Reese, revenant à leur conversation. 5 ans que nous construisons ça, et ils pensent toujours que tu joues à la marchande. Céleste se dirige vers les fenêtres, regardant la ligne d'horizon d'Atlanta. Tu sais ce qui me tue? Preston a mentionné qu'il investissait dans Modern Art. Notre plus grand concurrent. Reese grimace. C'est. Exactement, Céleste se tourne pour lui faire face. Il essaie d'écraser mon entreprise sans même savoir que c'est la mienne. Reese se souvient de sa première rencontre avec Céleste. Il était un consultant désabusé. Elle était une femme déterminée avec une vision. Quand elle lui a offert le poste de directeur des opérations, tout le monde lui a dit qu'il était fou de quitter son salaire à 6 chiffres pour une start-up. Tout le monde sauf Céleste. La maison sur West Pass, dit Reese lentement. Tu la veux. J'en ai les moyens, déclare-t-elle comme un fait, non comme une vantardise. Facilement. Reese s'appuie contre son bureau. Mais que se passera-t-il quand ils le découvriront? Quand Preston réalisera que sa petite sœur l'a surenchérie? Céleste se dirige vers le mur du fond où leur tableau de vision d'entreprise affiche leur plan quinquennal. Ses doigts tracent les graphiques de croissance projetés, les lignes de produits prévues, les objectifs d'expansion internationale. J'ai passé des années à protéger leurs sentiments, Reese. J'en ai fini. Reese la regarde, remarquant le changement. Ce n'est pas la fille blessée du dîner. C'est la PDG qui a bâti une entreprise à 8 chiffres à partir de rien. La femme qui a perdu les économies de sa vie à cause d'un escroc et qui est remontée la pente sans se plaindre. Il ne s'agit pas de vengeance, continue-t-elle, la voix ferme. Il s'agit de reconnaître ma propre valeur. En cachant mon succès, j'ai encouragé leur mépris. Tu ne leur dois rien, lui rappelle Reese. Non, mais je me dois ça à moi-même. Elle se retourne, la clarté remplaçant la confusion dans ses yeux. Si Preston veut cette maison comme symbole de succès, qu'il trouve un autre symbole. Celui-ci est à moi. Reese acquiesce, attrapant déjà son ordinateur portable. Laisse-moi chercher l'annonce. Des heures plus tard, ils sont toujours dans la salle de conférence. Des tasses de café jonchent la table. Reese a les manches retroussées, la cravate desserrée, tandis qu'il parcourt les détails de la propriété. Bonne nouvelle, annonce-t-il. Elle n'est pas encore sous contrat. L'agent immobilier est Mary Holbrook, nous avons fait un don à sa vente aux enchères caritatives l'année dernière. Je peux nous obtenir une visite demain. Céleste étudie les rendus architecturaux à l'écran, des lignes modernes, des murs de verre, un escalier flottant. Tout ce que Preston a décrit au dîner. La maison moderne à 5,2 millions sur West Pass, dit-elle, chaque mot délibéré. Celle que Preston veut. Achète-la, paiement comptant. Reese sourit, l'excitation de la bataille dans les yeux. Il est temps, Céleste. Montrons-leur ce que des babioles peuvent construire. Il passe une autre heure à planifier les détails. L'achat se fera par le biais d'une SARL pour que son nom n'apparaisse pas dans les registres publics. La clôture sera accélérée. Ils soumettront les documents avant que Preston ne puisse faire son offre. Pendant un instant, alors que Reese expose la stratégie, un doute vacille sur le visage de Céleste. Cela va tout changer avec ma famille. C'est peut-être attendu depuis longtemps, dit Reese doucement. Céleste acquiesce, le doute remplacé par la détermination. Elle signe la lettre d'offre préliminaire,
mettant officiellement son nom, sa véritable valeur, sur le papier. Soumets-la dès demain matin, ordonne-t-elle en se levant pour partir. Reese la regarde partir, la fierté mêlée d'inquiétude. Les Walker n'ont aucune idée de ce qui les attend, mais peut-être que Céleste non plus. Une semaine plus tard, les talons de l'agent immobilier claquent contre le marbre alors qu'elle nous guide à travers le manoir vide, sa voix résonnant dans des espaces qui seront bientôt les miens. Reese marche à mes côtés, ses commentaires chuchotés me faisant sourire malgré le poids de ce que nous sommes en train de faire. L'offre en paiement comptant était brillante, dit-il, hochant la tête avec appréciation devant l'escalier flottant qui semble défier la gravité. Ils ont accepté en quelques heures. Ton frère n'a jamais eu la moindre chance. Je passe le bout de mes doigts sur les comptoirs en marbre frais d'une cuisine qui pourrait accueillir une petite armée. Ce n'était même pas une compétition. Preston attend les approbations bancaires et les relations familiales. Moi, j'ai juste fait un chèque. La lumière du matin filtre à travers les baies vitrées, illuminant tout ce que Preston voulait mais ne pouvait pas avoir. 5,2 millions de dollars d'architecture moderne avec une vue sur la ligne d'horizon d'Atlanta qui me coupe le souffle, même si je ne l'admettrai jamais à voix haute. Les vendeurs étaient pratiquement euphoriques, continue Reese, testant les appareils haut de gamme avec la curiosité d'un enfant. Ils ont dit n'avoir jamais vu une offre se conclure aussi rapidement. Aucune condition suspensive, aucune période d'inspection. Je me dirige vers les immenses fenêtres, la ville étendue devant moi comme quelque chose que je pourrais atteindre et toucher. Ont-ils mentionné d'autres offres? Juste une, sourit Reese. Un type de la finance qui avait besoin d'obtenir un financement. Le visage de Preston me revient en mémoire, l'expression qu'il aura quand il découvrira que quelqu'un a acheté la maison de ses rêves juste sous son nez. Cette pensée me réchauffe plus qu'elle ne le devrait. Nous montons l'escalier flottant, chaque marche ressemblant à une victoire. La chambre principale s'étend sur toute l'allée, avec des fenêtres sur 3 côtés et une salle de bain plus grande que mon premier appartement. C'est ici que tu dormiras, dit Reese, sa voix plus douce maintenant. Ton royaume. Je me tiens au centre de la pièce vide, me permettant d'imaginer pour la première fois mes meubles ici, mon art sur ces murs, ma vie, visible et indéniable. Tu sais ce qui serait poétique. Reese s'appuie contre le cadre de la porte, les yeux brillants de malice. Une pendaison de crémaillère. Une fête? Je me tourne vers lui, l'idée prenant racine. Pas n'importe quelle fête. La fête de la révélation, dit-il d'un geste large. Invite toutes les personnes qui comptent à Atlanta, y compris ta famille. Laisse-les parcourir ces couloirs en admirant tout, avant qu'ils ne découvrent à qui appartient réellement la maison. J'imagine Eleanor touchant les installations coûteuses, Arthur commentant le savoir-faire, Preston calculant la superficie et la valeur de la propriété, le tout sans savoir. L'embuscade parfaite. C'est délicieusement diabolique, dis-je, un sourire s'étalant sur mon visage. J'adore. Les 3 semaines suivantes passent dans un tourbillon d'activités. Les architectes d'intérieur envahissent la maison comme des fourmis efficaces, transformant les espaces vides en quelque chose d'uniquement mien. Je supervise chaque décision, la nuance exacte de gris pour les murs du salon, la texture spécifique des tapis sous les pieds nus, les luminaires qui projettent la lueur parfaite. Ces pièces de votre collection de printemps devraient être mises en évidence, dis-je au designer principal, en désignant des articles de The Perennial House qui ont fait la couverture des magazines. Je les veux partout. Elle acquiesce, prenant des notes. Ce seront des sujets de conversation, c'est certain. Entre 2 consultations de design, je fais une apparition obligatoire chez mes parents pour un café. Eleanor a appelé plus fréquemment, inquiète de mon absence aux réunions de famille. Alors que je me faufile dans la cuisine en direction des toilettes, j'entends la voix agitée de Preston depuis le bureau d'Arthur. Un acheteur anonyme avec du liquide est arrivé et l'a prise. Sa frustration vibre à travers la porte fermée. La maison de West passe. Ma maison. Partie avant même que je puisse commencer les démarches bancaires. Tu trouveras quelque chose de mieux, mon chéri, le calme Eleanor, son rôle perpétuel de pansement émotionnel de Preston pleinement engagé. J'avais l'œil sur cette propriété depuis des mois, continue-t-il, la voix s'élevant. Elle était parfaite. Le ton plus grave d'Arthur intervient avec l'autorité paternelle typique. Je vais appeler mes amis banquiers. Nous te donnerons la priorité sur la prochaine annonce. Quelque chose se présentera. Je m'éclipse sans être remarqué. Information recueillie. Satisfaction réchauffant ma poitrine.
Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les invitations partent une semaine plus tard, du papier cartonné crème épais dans des enveloppes minimalistes. Nouveau résident de West Pass. Pendaison de crémaillère. Avec la date, l'heure et l'adresse. Mais pas de nom d'hôte. Riz et moi passons en revue la liste des invités ensemble, nous assurant d'avoir inclus toutes les relations importantes de la communauté des affaires d'Atlanta, aux côtés de ma famille sans méfiance. Mon téléphone sonne le lendemain avec le numéro d'Eleanor. Céleste, en as-tu reçu une aussi, demande-t-elle immédiatement après que j'ai répondu. Une invitation à une pendaison de crémaillère sur West Pass. Ce doit être le nouveau collègue de Preston ou quelque chose comme ça. Je réprime un rire. Oui, j'en ai reçu une. Ça a l'air intéressant. Oh, tu devrais venir. Ce sera bien pour toi de réseauter avec le cercle de Preston. Sa voix porte ce ton familier, celui qui suggère que j'ai besoin d'aide pour me connecter avec les bonnes personnes. Je serai là, l'assure-je, choisissant mes mots avec soin. Vous devriez venir aussi. Nous avons déjà répondu. Preston pense que c'est quelqu'un de cette entreprise technologique qui vient d'ouvrir des bureaux en ville. Une bonne occasion de nouer des contacts. Quand je raccroche, Riz lève un sourcil. Ils ont mordu à l'hameçon ? Complètement. Preston pense que c'est une opportunité de réseautage. Alors que la nuit de la fête arrive, je me tiens dans ma nouvelle chambre, examinant mon reflet. La robe noire a coûté plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, mais ce soir exige une armure de la plus haute qualité. Mes cheveux tombent en vagues douces, le maquillage est parfait mais discret. J'ai l'air réussi, puissante, intouchable. Dehors, la maison brille d'un éclairage stratégique qui met en valeur ses lignes modernes. À l'intérieur, les traiteurs disposent une nourriture exquise sur d'élégants plateaux. Chaque surface chaque détail est parfait. Riz arrive le premier, élégant dans son costume sur mesure. Il siffle à voix basse en admirant la transformation achevée. C'est magnifique, dit-il en acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passe. Mieux que ce que tu as décrit. Nous nous tenons ensemble au bas de l'escalier flottant, partageant un moment de solidarité avant que le spectacle ne commence. Il lève son verre dans un toast privé, à la femme qui a bâti un empire pendant qu'il ne regardait pas. Je trinque avec lui, la gorge serrée par une émotion que je me permets rarement de ressentir. Ce soir, il ne s'agit pas d'approbation, il s'agit de vérité. La sonnette retentit, et les premiers invités arrivent, des relations d'affaires et des influenceurs locaux qui s'exclament devant la maison tout en essayant de deviner qui pourrait être leur hôte. Je me déplace parmi eux anonymement, les laissant supposer que je ne suis qu'une autre invitée. Une heure plus tard, je les repère à travers la foule. Arthur entrant le premier, suivi d'Eleanor serrant son sac à main de créateur, et de Preston scrutant la pièce avec le regard calculé de quelqu'un qui évalue à la fois la valeur des biens immobiliers et les patrimoines nets. « À qui penses-tu que cette maison appartient » demande Eleanor assez fort pour que je l'entende, en acceptant une coupe de champagne. « Ça doit être de l'argent de la tech » répond Preston en passant sa main sur un comptoir en marbre. « Ou de la vieille fortune d'Atlanta. Cet endroit a dû coûter une fortune. » Il déambule au rez-de-chaussée, commentant le mobilier, l'architecture, la vue. Je suis à distance, observant Eleanor s'arrêter devant un vase distinctif, exposé bien en évidence sur une table console. On dirait un de ces trucs du site web de Céleste, dit-elle en se penchant pour l'examiner. Preston ricane, y jetant à peine un coup d'œil. Probablement une contrefaçon. Ici, c'est de la vraie qualité. Le moment est arrivé. Je m'éclipse, montant l'escalier flottant sans être vu, jusqu'à ce que j'atteigne le sommet. De ce point de vue, je peux voir toute ma fête s'étaler en dessous. Riz croise mon regard de l'autre côté de la pièce et lève légèrement son verre, notre signal. Il tapote son verre avec une cuillère, le tintement cristallin coupant court aux conversations. « Mesdames et messieurs » lance-t-il. Je crois que notre hôtesse aimerait dire quelques mots. Tous les yeux se tournent vers le haut, me trouvant au sommet de l'escalier. La pièce devient silencieuse alors que je me tiens au-dessus d'eux, puissante dans mon élévation. Je repère immédiatement ma famille. La confusion d'Arthur. La surprise d'Eleanor. Les yeux plissés de Preston alors qu'il essaie de comprendre pourquoi je prends la parole. Bienvenue à tous, je commence, ma voix stable et claire. Ma famille, en particulier, s'est toujours inquiétée pour mon avenir. Ils pensaient que mon passe-temps ne pourrait jamais payer les factures.
Je suis donc heureuse qu'il soit là pour voir ce que ce passe-temps a acheté. Bienvenue dans ma maison. Un silence absolu s'ensuit. Dans le calme, j'entends le son distinct du téléphone de Preston qui s'écrase sur le sol en marbre. Le visage d'Arthur se vide de sa couleur tandis que la bouche d'Eleanor s'ouvre et se ferme sans produire de son. Autour d'eux, d'autres invités murmurent avec admiration, levant leur verre dans ma direction. De l'autre côté de la pièce, Reese rayonne d'une fierté non dissimulée. Mais ce sont les expressions sur les visages de ma famille que je retiendrai pour toujours, le moment où ils me voient enfin, debout dans ma vérité, avec 5,2 millions de dollars de succès indéniables sous mes pieds. Pour la première fois de ma vie, je n'attends pas leur approbation. Je leur montre simplement qui j'ai toujours été, et cela ressemble à la liberté. Le silence stupéfait qui a suivi mon annonce a duré précisément 5 secondes avant qu'un rire nerveux n'éclate quelque part dans la foule. Je suis resté en haut de l'escalier flottant, observant les invités se sentir mal à l'aise, jetant des regards entre ma famille et moi. Ma mère s'est reprise la première, son éducation sociale prenant le dessus. Céleste, arrête de plaisanter. La voix d'Eleanor portait une légèreté forcée qui ne trompait personne. À qui est cette maison, vraiment? Je suis descendu de 3 marches, gardant une position dominante. La mienne, mère. Chaque centimètre carré. Arthur s'est frayé un chemin à travers la foule qui s'amassait, le visage empourpré sous ses cheveux argentés. Il m'a attrapé le coude, me tirant à l'écart tout en gardant un sourire étrange pour le bénéfice des spectateurs. Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang, a-t-il sifflé, la voix basse mais aussi tranchante qu'une lame. C'est une sorte de mauvaise blague? J'ai dégagé mon bras de sa prise d'un geste subtil. Pas de blague, pas de jeu, juste un fait. Derrière lui, Preston se tenait figé, son expression passant par un cycle d'émotions comme une machine à sous. Le choc, l'incrédulité, et enfin, le calcul. Les rouages tournaient derrière ses yeux, réévaluant tout ce qu'il pensait savoir sur sa petite sœur. Autour de nous, la fête continuait sur sa lancée maladroite. Les serveurs circulaient avec du champagne. Les conversations reprenaient à voix basse. Le quatuor à cordes que j'avais engagé continuait de jouer, leurs notes remplissant le silence inconfortable. 5,2 millions, ai-je annoncé, juste assez fort pour que les invités proches l'entendent. Payé comptant, grâce à mon passe-temps. Une femme que j'ai reconnue d'un magazine de design s'est approchée, une flûte de champagne tendue vers moi. Céleste, cet endroit est spectaculaire. Je n'avais aucune idée que The Perennial House marchait si bien. Nous avons présenté votre collection d'automne dans le dernier numéro. Le visage d'Arthur s'est vidé de sa couleur. Eleanor a serré ses perles. Merci, ai-je répondu en acceptant le toast. Ce fut une sacrée année. D'autres invités se sont approchés, offrant leurs félicitations, posant des questions sur mon entreprise. À chaque interaction, ma famille se retirait davantage dans l'isolement, leur récit vieux de plusieurs décennies se désintégrant en temps réel. Je me suis excusé d'une conversation avec un galeriste local pour me resservir à boire. Le risque calculé avait payé, la révélation publique empêchait toute tentative de la famille de rejeter ou de minimiser mon succès. Preston est apparu à côté de moi à la table des vins, ses dents blanches parfaites serrées dans une grimace déguisée en sourire. Il tenait son verre de bourbon si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. « À quel jeu joues-tu » a-t-il exigé, la voix basse et agressive. « Il n'y a aucune chance que tu puisses te payer cet endroit. »« Que as-tu fait ? Tu as trouvé un investisseur mécène pour avancer l'argent ?» J'ai siroté mon champagne, en le regardant dans les yeux. The Perennial House a réalisé un chiffre d'affaires de 35 millions de dollars l'année dernière, Preston. J'ai acheté cette maison avec mon argent. Content. La satisfaction de voir ses yeux s'écarquiller valait chaque seconde des années que j'avais passées à cacher mon succès. Il a traité l'information, son expression changeant alors qu'il recalculait sa position. Je pouvais presque voir la feuille de calcul mental s'ajuster derrière ses yeux. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir pour des conseils en investissement ? A-t-il demandé, pivotant pour sauver son ego. J'aurais pu t'aider à structurer les choses plus efficacement. Avantages fiscaux. Compte offshore. Tu ne m'as jamais posé de questions sur mon entreprise, les jeux coupés. Pas une seule fois en toutes ces années. Pas une seule question sur ce que je construisais. Pourquoi serais-je venu te voir maintenant ? La vérité a atterri comme une gifle. Preston s'est retiré sans un mot de plus, se dirigeant droit vers Arthur dans le coin.
Ils se sont blottis l'un contre l'autre, leur conversation feutrée ponctuée de regards fréquents dans ma direction. Je me suis retourné pour trouver Eleanor qui s'approchait, son sourire d'urgence fermement en place, le même qu'elle utilisait lorsque Preston avait accidenté la Lexus à 16 ans ou lorsque les commentaires racistes de papa offensaient les invités à dîner. Céleste, ma chérie. Elle m'a fait la bise près de la joue. Quelle belle surprise. Nous avons toujours su que tu étais intelligente avec l'argent. L'histoire révisionniste avait déjà commencé. J'ai siroté mon champagne sans répondre. Arthur nous a rejoints, passant un bras autour de la taille d'Eleanor. Un succès assez surprenant, a-t-il dit, en insistant sur « surprenant », comme si ma réussite était une sorte d'accident cosmique. Parle-nous de ton modèle de revenu. Comment as-tu pu te développer si rapidement sans investisseurs institutionnels? 8 ans trop tard, il voulait des réponses. 8 ans trop tard, il s'intéressait à mon entreprise. C'est une longue histoire, ai-je répondu, n'offrant rien. Nous devrions organiser un dîner d'affaires en famille bientôt, a suggéré Eleanor, sa voix mielleuse de respect nouvellement acquis, pour discuter des opportunités. Ton père a d'excellents contacts qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Peut-être, ai-je dit, évasive. Le changement de pouvoir était palpable. Pour la première fois de ma vie, c'était eux qui me couraient après. De l'autre côté de la pièce, Reese a croisé mon regard, levant un sourcil en une question silencieuse. J'ai fait un léger signe de tête pour indiquer que tout se déroulait comme prévu. Il s'est déplacé à travers la foule avec une aisance consommée, intervenant au besoin pour rediriger les conversations ou m'extraire de rencontres gênantes. Alors que la soirée avançait, j'ai surpris un fragment de conversation entre Arthur et Preston près du bar. Des problèmes de trésorerie temporaire, marmonnait Arthur. Mais, si nous pouvons obtenir ce financement relais. Preston l'a interrompu d'un signe de tête sec. L'investissement Kensington a mal tourné. Je t'avais dit que c'était à haut risque. Je me suis arrêté près d'une colonne voisine, faisant semblant d'examiner un tableau tout en tendant l'oreille pour en entendre plus. C'est grave, a demandé Arthur, la voix tendue. Assez grave, a répondu Preston. Nous devons parler en privé, pas ici. Je me suis éloigné avant qu'il ne me remarque, traitant cette nouvelle information. Le fils prodige n'était pas si prodigieux que ça, après tout. Pendant des années, j'avais supposé que l'assurance de Preston était soutenue par un succès authentique. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Plutôt que de les confronter immédiatement, j'ai décidé d'observer. Cette vulnérabilité inattendue changeait l'équation. La connaissance elle-même était un pouvoir. Un pouvoir que je n'avais pas prévu d'avoir ce soir. Plus tard, alors que les invités se mêlaient autour de l'îlot central en marbre sur mesure dans la cuisine, j'ai entendu 2 analystes financiers discuter de l'entreprise de Preston. J'ai entendu dire qu'ils ont perdu le compte Westridge le mois dernier. Un coup dur. Pas surpris. Leurs 3 derniers investissements ont été nettement moins performants que prévu. J'ai classé l'information, gardant mon sourire d'hôtesse tout en circulant dans la pièce. Lorsque Reese s'est approché avec une nouvelle coupe de champagne, son expression m'a dit qu'il avait entendu des chuchotements similaires. Fait intéressante, a-t-il murmuré, près de mon oreille. L'entreprise de ton frère ne se porte pas aussi bien qu'il le laisse paraître. On dit qu'ils ont manqué leurs 2 derniers objectifs trimestriels de plus de 10%, j'ai accepté le champagne, nos doigts se frôlant dans l'échange. Intéressant, ai-je répondu doucement. Gardons les yeux ouverts. La famille qui avait méprisé mon sens des affaires pendant des années faisait maintenant face à son propre bilan financier. Je n'avais pas prévu cet avantage supplémentaire. Mais comme tout bon entrepreneur le sait, parfois, les opportunités les plus précieuses sont celles que l'on ne s'attendait pas à trouver. 3 mois de manœuvres commerciales calculées avaient transformé The Perennial House d'une entreprise florissante en un prédateur du marché. J'étais assise à mon bureau de direction, examinant les rapports d'acquisition finaux avec Reese. Dehors, par les fenêtres de mon bureau, la ligne d'horizon d'Atlanta scintillait sous le soleil de l'après-midi, un témoignage des ambitions réalisées. Acquisition de la chaîne d'approvisionnement terminée, a dit Reese, faisant glisser un autre dossier sur mon bureau. Cela fait 7 des principaux fournisseurs de Modern Art qui sont maintenant sous notre coupe. J'ai hoché la tête, prenant connaissance des chiffres. Modern Art avait eu des problèmes de délai de livraison et de contrôle de la qualité depuis des semaines. Chaque acquisition stratégique de fournisseurs avait resserré les taux autour de leurs opérations sans laisser d'empreinte menant à nous.
Les analystes de marché ont publié leur rapport trimestriel ce matin, ai-je dit, lui passant ma tablette. Ils qualifient The Perennial hausse de puissance inattendue qui perturbe le commerce électronique d'articles pour la maison. Rhys a parcouru le rapport, un sourire jouant au coin de sa bouche. Et regarde ce paragraphe sur les changements de cap de plus en plus erratiques de Modern Art. Ils sont aux abois. Sur mon bureau, une notification a retenti. L'accord pour l'entrepôt était prêt pour l'approbation finale. Preston n'avait aucune idée que nous avions négocié en coulisses pour acheter le bâtiment même d'où opérait Modern Art. Une signature, et nous contrôlerions également leur centre de distribution physique. Prête pour la salle du conseil, a demandé Rhys en rassemblant ses documents. Je me suis levé, lissant mon tailleur anthracite. Finissons en. Dans la salle de conférence élégante surplombant la ville, notre équipe de direction et nos avocats attendaient. L'ambiance était professionnelle, mais chargée d'anticipation. Ce n'était pas seulement une affaire commerciale, c'était le dernier coup d'une partie d'échecs que seuls Rhys et moi comprenions pleinement. L'accord d'achat de la faillite est prêt pour votre signature, Madame Walker, a dit notre avocat principal, faisant glisser le document vers moi. Une fois déposé, vous posséderez tous les actifs restants de Modern Art pour environ 12 centimes par dollar. J'ai signé sans hésitation, ma signature coulant sur la page avec la confiance de quelqu'un qui avait planifié ce moment depuis des mois. Félicitations, a dit l'avocat. Vous possédez maintenant votre plus grand concurrent. La réunion s'est terminée par des poignées de main et des hochements de tête. Pas de célébration, pas de champagne. Il ne s'agissait pas de spectacle, il s'agissait de pouvoir. De retour dans mon bureau, Rhys m'a tendu la publication de l'industrie qui venait de paraître. Le titre flamboyait sur la couverture, Modern Art dépose le bilan, la chute spectaculaire du chouchou de l'e-commerce. Ils remettent en question le jugement de la société d'investissement, a noté Rhys, en montrant une section à mi-page. Le nom de Preston apparaît 3 fois, et pas dans un contexte flatteur. J'ai parcouru l'article, retenant des phrases comme « gestion catastrophique » et « confiance des investisseurs brisée ». Preston Walker était traîné dans la boue par la même presse financière qu'il avait autrefois célébrée. La firme de ton frère subit un coup majeur avec ça, a dit Rhys, observant mon visage pour une réaction. J'ai posé le magazine, mon expression neutre. Il a parié contre moi avec l'argent des autres. Il a perdu. Les mots sont restés en suspens entre nous, ni festifs ni regrettables. Juste des faits. Mon téléphone a de nouveau vibré, le 7e appel d'Eleanor aujourd'hui. Je l'ai mis en silencieux sans regarder. Au cours de la semaine passée, les tentatives de ma mère pour me joindre étaient passées d'occasionnelles à frénétiques. Des messages textes apparaissaient sur mon écran tout au long de la journée, chacun plus désespéré que le précédent. J'ai écouté le dernier message vocal sur haut-parleur. Céleste, s'il te plaît. Nous devons parler. C'est sérieux. Rhys a levé un sourcil. Il commence enfin à comprendre ce qui s'est passé. On dirait bien. J'ai rangé mon téléphone. Qu'en penses-tu? Devrais-je même prendre la peine? Il a réfléchi à la question, s'appuyant contre mon bureau. Tu ne leur dois rien, mais écoute-les si tu veux tourner la page. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ville que j'avais conquise malgré leur dédain. La famille qui n'avait jamais cru en moi se bousculait maintenant pour attirer mon attention. L'ironie ne m'a pas échappé. Qu'ils viennent à moi, ai-je décidé. Selon mes conditions. Dans ma maison. J'ai programmé la réunion pour le dimanche à 17h, exactement l'heure à laquelle le dîner de famille avait toujours été servi. Symbolique, peut-être, mais je ne me souciais plus de la subtilité. Ce dimanche-là, je me suis positionné en haut de mon escalier flottant alors que le système de sécurité annonçait leur arrivée. À travers les immenses fenêtres, je les ai regardés s'approcher, les épaules d'Arthur, affaissées par la défaite, Eleanor tamponnant ses yeux avec un mouchoir, Preston traînant derrière eux, les yeux fixés au sol. Le contraste avec ce dîner dominical, des mois auparavant, n'aurait pas pu être plus saisissant. Le pouvoir s'était complètement inversé. Je n'ai pas bougé pour descendre alors qu'ils entraient dans mon hall, se tenant silencieux et petit en dessous de moi. Entrez, ai-je dit, ma voix portant dans l'entrée en marbre. Je me suis retourné sans attendre leur réponse et les ai conduits dans mon salon, sans offrir de prendre leur manteau ni de leur proposer des rafraîchissements. Je me suis installé dans un fauteuil unique, les laissant s'arranger sur le canapé en face de moi. Le silence s'est étiré entre nous, épais d'une histoire non dite.
Je ne l'ai pas rompu. C'était leur réunion, leur demande. Qu'il parle en premier. Arthur s'est raclé la gorge, les mains jointes entre ses genoux. Céleste, nous avons besoin de ton aide. Je n'ai rien dit, j'ai juste levé un sourcil. Preston il a hésité, se tournant vers Eleanor. Ma mère a pris le relais, la voix tremblante. Preston a tout perdu. Tout, ai-je répété, mon ton professionnel, détaché. Arthur a acquiescé, le visage gris. Nos économies aussi. Nous nous sommes portés garants pour son investissement. Notre retraite est partie. Eleanor s'est penchée en avant, les larmes coulant librement maintenant. Nous avons besoin d'aide, Céleste. Un prêt. Juste le temps de nous remettre sur pied. Preston n'avait pas dit un mot, n'avait même pas levé les yeux du sol. Ses vêtements de marque semblaient froissés, ses cheveux non lavés. C'était quoi, exactement, sur quoi vous avez tout perdu? Lui ai-je demandé directement. Il a tressailli en se sentant interpellé, puis a marmonné vers le sol. Une start-up technologique. Une marque de e-commerce. Tu ne comprendrais pas, elle s'appelait Modern Art. J'ai souri. L'expression ressemblait à de la glace sur mon visage. Modern Art, ai-je répété, les mots précis. Notre plus grand concurrent depuis 6 mois. Vous êtes-vous demandé pourquoi ils ont déposé le bilan mardi dernier? C'est parce que The Perennial House, mon entreprise, a acquis toute leur chaîne d'approvisionnement. Tu as parié contre moi, avec l'argent de nos parents. Tu as perdu. La bouche d'Arthur s'est ouverte. Les pleurs d'Eleanor se sont intensifiés. Céleste, s'il te plaît, a-t-elle crié. Nous sommes une famille. Preston a finalement levé les yeux, son visage tordu de colère et de honte, une rougeur montant le long de son cou. Je me suis levé, lissant mon pantalon d'un seul mouvement fluide. La conversation était terminée. J'ai marché calmement jusqu'à ma porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand, laissant la lumière de l'après-midi se répandre sur le sol en marbre. Sortez de ma propriété, ai-je dit doucement. Et j'ai fermé la porte sur leur visage choqué. 3 mois plus tard, la lumière du soleil de l'après-midi se déverse à travers les baies vitrées du manoir de Céleste à West Pass, projetant de longs rectangles dorés sur le sol en marbre. Le salon, autrefois une vitrine pour les acheteurs potentiels, semble maintenant habité et vraiment le sien. Un plaid en cachemire drapé sur le canapé moderne, des œuvres d'art soigneusement sélectionnées pour leur signification plutôt que pour leur prix, et des fleurs fraîches disposées dans un vase artisanal de sa propre collection. Céleste se penche en avant sur le canapé, étudiant des échantillons de tissu étalés sur la table basse. Reese est assis en face d'elle, tablette à la main, sa posture décontractée démentant l'importance de leur discussion. Les chiffres du 3e trimestre ont dépassé les prévisions de 17%, dit Reese en faisant glisser la tablette vers elle. Cette ligne d'articles ménagers durables se vend mieux que tout le reste, à 2 contre 1. Céleste acquiesce, s'autorisant un petit sourire. Pas le bouclier qu'elle portait autrefois au dîner de famille, mais quelque chose d'authentique. Les gens réagissent à l'authenticité. Qui l'eût cru? Elle prend un luxueux échantillon de tissu de couleur crème, passant son pouce sur sa texture. La pièce semble différente de ce qu'elle était pendant ses premières semaines après la confrontation, pas de tension persistante, pas de sentiment de victoire nécessaire. Juste la paix. À propos de l'expansion? Poursuit Reese en faisant défiler une présentation. J'ai trouvé un fabricant en Caroline du Nord. Une entreprise familiale depuis 3 générations, des pratiques de travail impeccables, tous les matériaux provenant d'un rayon de 500 miles de leur usine. Céleste incline la tête, réfléchissant. Coût de production plus élevé, mais empreinte carbone plus faible, et le Made in America a du poids auprès de notre clientèle. C'est exactement ce que je pensais, dit Reese. Leur complicité professionnelle est maintenant fluide, construite sur 3 ans de partenariat et de confiance. As-tu vu que la nomination pour le prix de l'industrie est arrivée, ajoute-t-il nonchalamment, bien que ses yeux trahissent son excitation. La catégorie marque visionnaire de la Design Guild. Il était temps, dit Céleste, sans l'amertume qu'une telle reconnaissance aurait autrefois déclenchée. Plus besoin de minimiser les réussites, plus de modestie réflexe apprise à la table de ses parents. Son téléphone vibre contre le marbre, l'écran s'illuminant avec un nom. Eleanor Walker. La pièce semble retenir son souffle. Reese observe attentivement, son expression neutre mais alerte. Céleste jette un coup d'œil au téléphone,
un bref souvenir traversant son esprit, les visages choqués de sa famille alors que la porte d'entrée se fermait. L'incrédulité stupéfaite d'Arthur. Les larmes d'Éléanore. Pendant un instant, son doigt plane au-dessus de l'écran. Il y a 3 mois, cet appel aurait fait monter l'adrénaline dans son système. Il y a 6 mois, elle aurait peut-être répondu immédiatement, désespérée de la moindre miette d'approbation. Sans cérémonie, elle met l'appel en silencieux et retourne le téléphone, face contre table. Utilisons le meilleur tissu pour celui-ci, dit-elle en revenant à l'échantillon de couleur crème, comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. Rhys acquiesce, le geste contenant des volumes de compréhension et d'approbation. Aucune discussion nécessaire. Aucune justification requise. Il passe l'après-midi, la conversation s'orientant naturellement vers les projets futurs, une éventuelle boutique éphémère à Chicago, des collaborations avec des artistes émergents, la palette de couleurs de la collection d'hiver. Pas une seule fois il ne mentionne les Walker ou l'investissement raté de Preston. Céleste rit de manière inattendue à l'observation sèche de Rhys sur la tentative maladroite de rebranding d'un concurrent. Le son rebondit sur les hauts plafonds, libre et authentique. Elle se dirige vers la fenêtre, observant les jardins manucurés à l'approche du soir. Son reflet apparaît dans la vitre, les épaules détendues, la posture ouverte, les yeux clairs. Cette maison semble différente maintenant. Pas une déclaration. Pas une vengeance. Juste un foyer. Alors que le crépuscule s'installe, une lumière chaude éclot dans les pièces, jetant une lueur dorée sur les angles modernes et les lignes épurées. Céleste et Rhys raccompagnent leur designer principal à la porte d'entrée après avoir finalisé les détails de la collection de printemps. Dîner à 8 heures, demande la designer. Marcus amène ce chef avec qui il sort. Il dit que nous avons besoin d'un avis impartial sur son risotto. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répond Céleste, la certitude décontractée des plans entre amis, sa famille choisie, semblant plus naturelle que n'importe quel dîner du dimanche ne l'avait jamais été. De retour à l'intérieur, elle remarque son téléphone sur la table basse, l'écran éclairé par des notifications de 3 appels manqués. Sans les vérifier, elle pose l'appareil face contre table et se dirige vers la cuisine. Elle avait attendu toute sa vie pour dire ces mots. Maintenant, c'était fait. Elle a découvert quelque chose d'inattendu. La liberté a un meilleur goût que la vengeance.